Bonjour tout le monde, salam alaikum Azul. Donc une autre vidéo, la suite logique de la vidéo précédente à l'histoire de l'Algérie. Cette fois-ci on va la consacrer en ce qui concerne avec la polémique ou l'intox qui affirme que bien sûr les nostalgiques de l'Algérie française bien sûr, donc qui affirme que l'Algérie est une création de la France. Donc on va faire de la vidéo. On va expliquer tout ça et on va répondre à cette polémique que le Mkhazni utilise souvent, d'accord, pour dénigrer aussi l'Algérie. Peut-être des gens qui vont trouver que la vidéo est un peu longue, mais elle est très intéressante, donc je vous conseille de la regarder entièrement, peut-être aussi pas, ne serait-ce que par partie, d'accord. Pourquoi? Parce qu'elle renferme des preuves, des renseignements très intéressants qui contredisent la thèse tendancieuse et fallacieuse que l'Algérie est une création française. On peut lire là. Nombreux sont les voix, nourris à la propagande zimbourienne, affirment que l'Algérie serait une création française, une invention de toute pièce menée par l'administration coloniale. Selon ces derniers, c'est en 1839 que naît ce pays. Qu'en est-il réellement? Donc dans cette vidéo, vous allez connaître, si vous voulez, des informations qui contredisent, d'accord, comme cette thèse mensongère et fallacieuse que l'Algérie est une création française. Donc, un des arguments qu'on peut opposer avec la polémique ou la fadesta, l'Algérie est une création française, voit le coup d'éventail qu'a infligé le Dey d'Alger, de la régence d'Alger, l'Algérie, le gouverneur d'Algérie, au consul de France, c'est-à-dire l'ambassadeur. Donc, il y avait un État et il y avait des ambassadeurs au sein de l'État. Bon, le temps on les appelait des consuls, on ne l'appelait pas comme aujourd'hui des ambassadeurs. Donc il y avait un consul accrédité auprès du gouverneur ou du gouvernement algérien. D'accord. Donc ça c'est un des arguments. D'accord. Donc une colonisation pour un coup d'éventail. Et pourquoi? Parce que la France a contracté des dettes envers la régence d'Alger, d'accord, en lui fournissant le blé à crédit, et ils n'ont pas payé le blé, ce qui a mis en colère le Dey d'Alger, qui soi-disant il a frappé le consul français. Donc c'est un incident diplomatique. Donc il y avait bien un État sur le territoire algérien. On peut citer aussi le témoignage de Farhat Abbas dans son livre La nuit coloniale. Farhat Abbas est considéré comme le premier président de l'Algérie. Donc page 41-42 dans son livre La nuit coloniale. On ne peut cacher indéfiniment à un peuple son histoire. Il finit par la connaître et par l'écrire lui-même, comme les Français ont écrit la leur. En 1830, l'Algérie était un État souverain. Pourquoi le nier? Le fait que la France les détruit prouve la puissance de la France, mais non pas l'inexistence de l'État algérien. Cet État, aux limites actuelles, est remonté à 1515. Il n'était ni moins ni mieux organisé que beaucoup d'autres États. Il menait une vie nationale et internationale reconnue par de nombreux pays européens, la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Hollande. Il avait signé avec eux différents traités. Militairement, il disposait d'une armée régulière de 15 000 hommes environ et d'une flotte de plus de 60 navires. Ses frontières, bien définies à l'est comme à l'ouest, étaient reconnues de tous, aussi bien de la France que des États voisins. C'est au Dey d'Alger que la Chambre de commerce de Marseille s'est adressée pour créer le bastion de la calme. Cette frontière de l'Est est demeurée celle de la colonie française. Pour la frontière de l'Ouest, il suffit de rappeler le conflit qui surgit entre la France et le Maroc, quand en 1844, l'émir Abdelkader l'a franchi. On ne viole pas une frontière qui n'existe pas. Cette frontière algéro-marocaine est restée la même jusqu'à nos jours. Donc je vous présente un document très important
écrit par un orientaliste français qui a vécu entre 1739 et 1799, c'est-à-dire avant l'occupation. Il est mort, c'est-à-dire avant le débarquement des Français en Algérie, puisqu'il est mort en 1799, avant 1800, d'accord. Donc on peut le vérifier. Jean-Michel de Venture, il s'appelle Jean-Michel de Venture de Paradis. Jean-Michel de Venture de Paradis, né le 8 mai 1739 à Marseille, est mort le 16 mai 1799, est un orientaliste français. Donc Hadas, il a vécu quelque temps en Algérie. Donc le livre, il va contredire la thèse que la France, que l'Algérie est une création de la France. Donc le document, vous pouvez le trouver sur le site http www.algérieancienne.com. Ce site est consacré à l'histoire de l'Algérie. Il propose des livres anciens du 14e au 20e siècle à télécharger gratuitement ou à lire sur place. Donc c'est un document très important. Donc il parle d'Alger au 18e siècle, c'est-à-dire avant la conquête française, ça veut dire avant 1800. D'accord? On peut lire déjà la première page dans l'introduction, dans le recueil en 5 volumes constitué par les papiers de Venture de Paris conservés à la Bibliothèque nationale. Donc il se trouve en France à la Bibliothèque nationale. Une partie de tome 1 se compose de notes recueillies par ce savant et relative à Alger, il se trouvait encore vers 1789. Donc au moment de la Révolution en France, la Révolution française, où il se trouvait encore en Algérie. Peut-être il est venu en 1780 ou je ne sais pas, 85 ou quelque. Bon, en 1789, il était encore à Alger. Et elle porte le simple titre de Notes sur Alger. Bon, il ne s'appelait pas Alger au XVIIIe siècle à ce moment où il a écrit, mais il porte le nom de Notes sur Alger. Donc, le document, il y a beaucoup d'informations sur la présence ou la constitution d'un État avec des dirigeants, etc., avec des frontières et avec des divisions administratives, etc. Donc, dans ce document, on trouve, avant la conquête de la France, on trouve qu'il utilise le mot il utilise le mot algérien. On va le voir, par exemple, la situation d'Alger. La ville d'Alger donne son nom à tout le royaume. Donc il dit bien le royaume. Elle est le siège du gouvernement et le centre des forces de l'État. Elle est située à 36 degrés, etc. Un âge, rien qu'on annonce qu'Alger c'est une ville ancienne, elle a été probablement bâtie par les morts depuis qu'une grande ville qui existait sur le cap Matifou aurait été détruite dans quelques révolutions. On y trouve des ruines très étendues et les pierres des grands édifices qui ont servi aux Algériens à faire une partie de leur fortification. Donc il utilise le mot algérien avant la venue des Français, c'est-à-dire avant 1830. Donc il n'a pas vécu la colonisation de l'Algérie, il est mort avant la colonisation de l'Algérie. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il renferme beaucoup d'informations qui contredisent carrément la thèse de l'Algérie est une création française. Donc je vous le conseille, vous pouvez le télécharger et le lire parce qu'il décrit tout de l'État algérien qui se trouvait à Alger, avec la police, la prison, l'enseignement, les marabouts, les imams, les mosquées, tout, absolument tout. Même l'État algérien, la division en beyliks de l'ouest, du centre et de l'est. Je vous présente tout à l'heure. Donc, juste à la fin de la page 3, il écrit « Les Arabes et les Turcs nomment la ville d'Alger Jazair al-Gharb ». Jazair al-Gharb, c'est-à-dire les îles de l'Occident. Donc, on voit bien qu'il utilise le mot Jazair, et ça, en à peu près la période où il a vécu, entre 1780 ou jusqu'à 1789, il utilise le mot Al-Jazair. Donc elle s'appelait Al-Jazair. Et ce n'est pas les Français qui ont inventé le mot. Et les Français l'ont adopté, c'est tout. D'accord? Ils l'ont utilisé, c'est tout. Ils l'ont officialisé en quelque sorte. C'est tout.
Voilà par exemple la composition du gouvernement d'Alger depuis le 8 février 1766. Celui qui est à la tête de l'OJAC se nomme Baba Mohamed Ben Osman. Donc il y avait Alger, il y avait un État, il y avait un gouvernement. Donc à la page 115 du même document, vous avez les constitutions du gouvernement. En plus, concernant le gouvernement, le DEI, bien sûr, c'est le chef, en quelque sorte aujourd'hui le président, Mohamed Ben Osman Pacha. Khasnaji Hassan, le premier ministre chargé du trésor de l'État, il est le seul qui entre dans le trésor, mais la clé du Khasni, c'est le DEI qui le garde. D'accord? On trouvera encore les autres, Meheli Agassi, Aga, Ali, second ministre en général de guerre pour la terre. Adko Djazi, l'écrivain de chevaux, Mustafa, ministre chargé de revenu des régences et des terres de Beylik et de la vente des chevaux, mules, chameaux, moutons, bœufs, de la redevance de Beylik et de Tradi, etc. etc. D'accord? Donc ça c'est pour la constitution du gouvernement. Donc dans ce document, à la page 152, on va trouver la division du territoire algérien en 3 régions ou 3 sous-régions. D'accord, qui vont être confirmés, qu'on va trouver sur la carte à Wikipédia. Et Hada, c'est la même chose, c'est confirmé, Hada il confirme la carte qu'on va voir sur Wikipédia des Beylik qui constituaient le royaume d'Alger ou le territoire algérien. Tous les 3 ans, les beys de Constantine, de Ma'askar et de Titri sont obligés de se rendre en personne à Alger. Le bey de Titri, comme le premier gouvernement établi, a le pas sur les autres. Donc, puisque il a été le premier créé. Donc, c'est lui le premier qui se rend à Alger. Vient ensuite le bey de Ma'askar, puis celui de Constantine. Tous les 6 mois, leur calife vient à Alger porter le tribut, c'est-à-dire pour payer les impôts. D'accord? Donc on peut voir le Beylik de la régence d'Alger. Donc elle est formée de 3 Beylik. Le Beylik de l'Ouest en arabe, Beylik al-Ghar, province de Kouchan, avec la première capitale Mazouna, puis Mascara en 1710 et Oran en 1792. Le Beylik de Titri en arabe, Beylik al-Titri, au centre d'Amdéa et la capitale. Et le Beylik de l'Est en arabe, Beylik al-Sharq, ou Provence-Levant, dont Constantine est la capitale. Donc, tout au long de l'histoire dans le territoire algérien, il a toujours abrité des États, d'accord? Soit pendant la colonisation romane, ils ont trouvé un État numide, soit on a venu les Arabes, ils ont trouvé des États Tamazir, les Berbères, Kahina ou Kousseila, ou soit que la venue, lorsqu'ils sont venus les Français, ils ont trouvé un État qu'on appelait la régence d'Alger. Il portait le nom de la régence d'Alger, ou là en arabe, le Maghreb al-Awsat. L'État, on voit bien les provinces de la régence d'Alger en 1700, c'est-à-dire bien avant la venue des Français en 1830. Donc il existait un État en Algérie qui est constitué par la capitale Alger ou la région Terre, ce qu'on appelle Dar Sultan, et les autres parties, ils étaient divisés en 3 parties. Le Beylik de l'Ouest, sa capitale au début c'était Mazouna, puis Mascara, puis en fin de compte Oran, ou qui descend jusqu'au Sahara, et plus qu'à Safra, c'est-à-dire jusqu'à Bchar. Et puis le Beylik de Titri, la capitale Terrou Média, qui descendait aussi juste au port de Sahara, ainsi que le Beylik de l'Est, sa capitale c'était Constantine, et l'étendue du Terrou, ça descendait jusqu'à Tougourt, les provinces de Zab, d'accord, qui descendent jusqu'à plus que Tougourt. À la page 140, on trouve une chose très intéressante. Moi, les redevances payées à Alger, c'est-à-dire les puissances maritimes avec le temps du XVIIIe siècle, qui étaient des puissances, etc., ils payaient des redevances ou bien des tributs pour le gouvernement d'Alger. Par exemple, la Hollande, tous les ans, 10 000 séquins barbaresques employés aux marchandises désignées, etc. Après le Danemark, tous les ans, 10 000 séquins barbaresques. Après Venise, c'est-à-dire en Italie, toujours 10 000 séquins algériens payés en espèces sonnantes.
tous les 2 ans, un présent consulaire comme ci-dessus. D'accord. La Suède, tous les 2 ans, présent consulaire en bijoux, etc. L'Angleterre, un présent consulaire tous les 5 ans au changement du consul. D'accord. La Compagnie d'Afrique, une redevance annuelle pour la pêche du corail. La Tunis, un chargement d'huile de 250 jarres. De 250 jarres, 50 de menthe, 20 de savon liquide, etc. D'accord. La France, un présent consulaire tous les 6 ou les 7 ans, un changement de consul, indépendamment de quelques petits présents d'amitié donnés en reconnaissance. Elle aussi paye son tribut annuel à Alger. En plus de changement de consul, à chaque changement, elle ramène des cadeaux. Elle paye chaque année, d'accord, un tribut annuel. Tous les ans, la Chambre de commerce de Marseille envoie dans le mois de janvier un présent en pomme, en châtaigne, en poire, en confiture, en anchois, en sirop, qui monte à 6 000 à 7 000 livres. D'accord. Donc, c'est pour. Donc, toujours dans la suite du document, la maison française qui est à Alger fait aussi la même redevance. Et plus généralement encore, elle donne le double du consulat, car il n'y a personne dans la ville avec quelques titres qui le reçoivent sans présent. La France a été obligée de payer les dettes des marchands français qui avaient failli à Alger en 1777. Elle a payé 30 000 séquelles, 300 000 livres pour M. Crest et ensuite 10 000 livres en 1780 pour M. Gourdon. Les Anglais sont en usage à l'avènement du roi sur le trône ou bien d'un deuil. D'accord. La même chose, les Français, les Anglais, ils payent à chaque changement d'un deuil ou le roi du gouvernement algérien d'envoyer à Alger un chef d'escadre avec des présents en bijoux, en draps, en étoffes et en munitions de guerre. Ils ont coutume de changer leur consul tous les 4 ou 5 ans et à chaque changement, ils donnent comme les autres un présent. Les Algériens, on voit bien que le mot est écrit les Algériens, semblent avoir un peu d'égard pour eux à cause de leur peu d'affaires dans la Méditerranée, leur disposition à n'obéir plus. D'accord. Donc on voit bien, il utilise plusieurs fois le mot. Dans ce document, il utilise bien le mot algérien. Donc le mot algérien existait bien avant la venue des Français en Algérie. Donc on voit maintenant les cadeaux, les consuls, c'est les présents consulaires. On voit bien là la page 144. Ce fut sous le règne de Baba Ali que s'établirent les présents consulaires, que Venise, la Suède, le Danemark, la Hollande doivent faire tous les 2 ans. La France, l'Angleterre et l'Espagne sont un exemple. Ces 3 puissances n'ont donc qu'un changement de consul. Mais si le même consul faisait une trop longue présidence, il y aurait probablement quelques chicanes de la part du gouvernement. Donc, un autre document comme preuve qui contredit la thèse de l'Algérie de création française, la longue histoire des limitations des frontières de l'Algérie par Hélène Blès, qu'on va voir la vidéo, d'autres extraits. Il est spécialiste et professeur d'histoire à l'ENS, l'École nationale supérieure, et qui est spécialiste de l'histoire de l'Algérie. Bon, dans le document, elle dit des frontières à l'est et à l'ouest jusqu'à la latitude du Tel existaient bien sûr depuis l'Antiquité. Donc on dit bien que les frontières de l'Algérie existaient depuis l'Antiquité. Mais le pouvoir colonial français voulait faire reconnaître sa souveraineté aux pays frontaliers et engagea rapidement des négociations qui mettaient en jeu la légitimation de ce pouvoir ainsi que les luttes d'influence et des résistances. D'accord, plus au sud de Sahara, la question de délimitation se pose différemment, évoluant en fonction de l'occupation militaire et de l'avancée des troupes dans le désert. Donc on voit bien que les frontières de l'Algérie existaient depuis l'Antiquité, d'accord, avec le témoignage des historiens et non pas les pseudo, soi-disant les pseudo-historiens qui se veulent déformer, l'histoire. Donc, autre preuve qui a été demandée par les Marocains, Khaznia, etc., pour la vidéo précédente, qu'un État doit exister, il doit avoir des traités et la monnaie. Donc, je vous présente que la régence d'Alger, avant la colonisation, elle a signé beaucoup de traités avec beaucoup de pays. Bon, là, on voit les traités de paix d'amitié entre l'État d'Alger et les États-Unis d'Amérique en 1795, en 1815 et en 1816, c'est-à-dire avant la conquête de la France, qui a eu lieu en 1830. Donc, les traités ont été signés bien avant 1830.
un vieux traité de paix entre Alger et la Scandinavie. D'accord. Bon, je vous lis là, l'an 1156, le 22e jour du mois de Rajab, qui était le 10 août 1746. 1746, il s'est fait une paix, une amitié perpétuelle entre Sa Majesté le roi Christian VI, roi du Danemark, la Norvège et d'autres pays. D'un côté, et le Sérénissime Ibrahim Bacha Daïd, gouverneur d'Alger, et des pays qui en dépendent de l'autre côté. C'est ainsi que commence le traité de paix entre la région d'Alger et le royaume de Danemark, Norvège. D'accord. Un autre traité de paix d'amitié entre la région d'Alger et le royaume du Portugal, le 14 juin 1813. République algérienne démocratique et populaire, ambassade d'Algérie à Lisbonne. Donc un autre traité de paix entre la France et la région d'Alger, Alger le 7 décembre 1719 et le 14 mars 1817. Traité de paix entre la France Louis XV et la région d'Alger Mohamed Bachadei, négocié signé par Denis Dussault, envoyé extraordinaire et plénipotentiaire, assisté au sieur de Sciences, secrétaire interprète de Sa Majesté en langue orientale, comprenant 25 articles, plus de 3 articles additionnels, paraphé et cacheté par Denis Dussault et GB de Sciences. D'accord. Donc, c'est un autre traité de paix entre la région d'Alger, et voilà des preuves, puisque vous voulez des preuves, vous voulez des traités, voilà des traités qui ont été signés par la région d'Alger. Donc vous avez voulu des traités, des preuves de traités signés entre la région d'Alger et d'autres pays. En veux-tu, en voilà, d'accord. Donc je vous ai montré, il y a même une conférence sur les traités signés par la région d'Alger avec les Occidentaux, quand le GSA payait l'Algérie pour reconnaître leur indépendance, d'accord. Donc voilà les traités que la région d'Alger a signés avec beaucoup de pays. Donc il y avait un État digne de ce nom, et non pas la France qui a créé l'État que un autre argument qui contredit la thèse l'Algérie est une création française, ou l'expédition d'Alger, c'est-à-dire la flotte qui a été mobilisée pour débarquer à Alger. Bon, avant de lire, l'expédition d'Alger est une campagne militaire livrée à juillet 1830 par la France contre la région d'Alger. Alger était au 19e siècle un État autonome. On lit bien un État autonome de l'Empire ottoman, capturé par Barbarousse en 1516. Donc la flotte qui a été mobilisée se composait de 64 612 hommes, 37 612 soldats, 27 000 marins, 80 canons, 103 navires de guerre. Donc, le nombre de navires, il a atteint 675 navires ou bateaux d'aide. Donc on peut lire sur une autre page, le 5 juillet, bien sûr geo.fr, c'est un site français, 5 juillet 1830, la colonisation de l'Algérie est lancée. Donc on peut lire, c'est une impressionnante armada qui s'élance de la rade de Toulon le 25 mai 1830. Cette vapeur flambant neuve entraînant dans leur sillage pas moins de 103 navires de guerre. Donc on lit bien 103 navires de guerre et 572 bâtiments de commerce transportant dans leur cale des bœufs, des chevaux, du bois ou encore de l'eau potable. Mission conquérir Alger. Mais ce n'est pas gagné. En 1541, Charles Quint s'est cassé les dents. En 1775, les 30 000 Irlandais de Charles III ont été mis en déroute en apprenant le départ de la flotte française. Wellington, l'anglais avec le vainqueur de Waterloo, s'est écrié: les Français s'en foutent, un revers terrible les attend sur les côtes d'Algérie. Et on lit bien les côtes d'Algérie, et non pas les côtes d'Alger. Donc l'Algérie existait avant 1830. De fait, le Dey Hussein, région d'Alger, alors sous domination ottomane, les attend de pied ferme. Donc on voit bien qu'ils ont mobilisé une flotte immense. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en face d'eux, il y avait un État, et un État fort qui a dominé la Méditerranée pendant 300 ans. Et c'est pour ça
la colonisation, c'était la cause de la colonisation pour, si vous voulez, annihiler la domination algérienne sur la Méditerranée ouest. Donc, commençons par déterminer la signification du mot Algérie. D'accord? Le nom d'Alger est une déformation française du catalan. Donc, le mot Algérie, il vient du catalan, c'est-à-dire c'est une déformation, si vous voulez, c'est une francisation du catalan, d'accord? Du mot Alger, du catalan, qui est devenu Algérie en français. L'appellation Algérie provient du nom de la ville d'Alger, bien sûr, étendue pour désigner l'ensemble du pays conquis depuis Alger. Le nom Algérie, utilisé pour la première fois en 1686, c'est-à-dire le mot, il a été utilisé la première fois dans la langue française. D'accord, on verra qu'il existe bien avant en 1686. D'accord, donc il a été utilisé en 1686 dans la langue française, avant la venue des Français en Algérie, à peu près 2 siècles. D'accord, donc ce qui démontre, c'est-à-dire, ce qui prouve que les Français n'ont pas inventé le mot. D'accord, le mot existait déjà. En 1686, déjà on l'utilisait. D'accord, donc ça vient de plus loin. Donc il est utilisé pour la première fois en 1686 par Fontenelle dans Entretien sur la pluralité des mondes et officiellement adopté le 14 octobre 1839. Donc il a été adopté, d'accord? Il n'a pas été inventé ni créé. Donc ils l'ont adopté seulement. Ils l'ont utilisé pour désigner, d'accord, en 1839, c'est-à-dire 9 ans après l'entrée des Français en Algérie, par Antoine Virgile Schneider, ministre de la Guerre. D'accord? Donc, selon l'historien Eugène Gurnier, il n'est pas sans intérêt de noter que cette appellation consacrait la conquête arabe et on peut se demander pourquoi les hommes politiques français du moment, tenant mieux compte du passé, n'ont pas adopté les noms de Numidie ou de Kabylie. D'accord? Donc, le mot Algérie existait déjà la conquête arabe. On va le voir que Ibn Khaldoun l'a utilisé. D'accord? Donc, comme on vient de le dire, c'est une volonté française d'effacer le nom de Numidie ou de Kabylie. Selon l'historien Eugène Garnier, il n'est pas sans intérêt de noter que cette appellation consacrait la conquête arabe et on peut se demander pourquoi les hommes politiques français du moment, tenant mieux compte du passé, n'ont pas adopté le nom de Numidie ou de Kabylie. Le nom d'Alger est une déformation française du catalan. Le nom d'Alger est une déformation française du catalan Alger, lui-même tiré de Jazair. D'accord? Donc le mot Algérie est passé par le catalan. D'accord? Il provient du nom arabe Al-Jazair. D'accord? Lui-même tiré de Jazair, du nom donné par Boulirin ibn Ziri, fondateur de de la dynastie Ziride, lorsqu'il bâtit la ville en 1960. En 960. D'accord? Donc en 960, il est apparu le mot Al-Jazair. D'accord? Après, il est passé au catalan, mais le catalan, il est passé plus français. Il a été adopté, francisé bien sûr, et adopté en français. Donc, il n'a pas été inventé par les Français, comme ils le prétendent. D'accord? Certains Français, ils prétendent que le mot Algérie est inventé par la France. C'est pas vrai. Donc, on peut ajouter que, comme argument, que ce nom n'est pas français, d'accord? Il commence par Al, Algérie, yani Al-Jazair. Al, c'est l'article arabe, Alif, Lam. D'accord? Comme tous les noms qui commencent par Al en français. Par exemple, ils sont d'origine arabe, comme alcool, alchimie, alcove, alcali, almanach. D'accord? Tous ces noms sont d'origine arabe. Ils commencent par Al, c'est l'article. Donc c'est un argument de poids que ce mot n'est pas français. C'est uniquement mot arabe qui a été francisé, qui m'a alcool, alchimie, alcool, etc., etc. Donc c'est des mots arabes qui ont été francisés, qui ont été adoptés, d'accord, en français. C'est tout. Donc ça, c'est un argument de poids. Donc la même chose sur un site français, Culture France, en ce qui concerne le Mouhada
Algérie. L'Algérie, terra nullius avant 1830. Est-ce que l'Algérie, il y avait une terre vierge, il n'y avait personne, aucun État, aucun peuple, etc. Ce qu'elle dit, Hélène Blaise, historienne. Le mot Algérie existe pourtant dès la fin du XIVe siècle, sous la plume de l'historien Ibn Khaldoun. On trouve l'expression Bilad el-Jazair, le pays d'Alger. Ensuite, Watan el-Jazair, dans les textes érudits au XVIIe siècle. Mais le terme ne revient pas à une nation au sens des États-nations du XIXe siècle, mais à une communauté de lettrés. Il ne désigne pas un sentiment d'appartenance. Cela explique que les Français vont, pendant les 10 premières années de la conquête, hésiter sur le nom à donner à ce territoire. D'accord? Donc on voit bien que le nom Algérie, il existe bien longtemps là. Déjà, Ibn Khaldoun l'utilisait au XIVe siècle. D'accord? Et comme on a vu tout à l'heure, c'était en l'an 960 qu'apparut le nom Algérie. Donc c'est pas un nom, c'est pas un mot français. C'était seulement la langue française a adopté le mot arabe, elle l'a adopté en français. C'est tout. Donc on peut lire dans la suite, l'Algérie bien sûr terre nullius avant 1830, ou au contraire une identité attestée de toute éternité. Comment l'historien peut-il se prémunir de l'influence de deux discours opposés, mais tous deux marqués par l'idéologie? C'est normal, d'accord? Celui du colonisateur, bien sûr les colonialistes, qui prétendent qu'il n'y a pas d'Algérie avant 1830. Donc les colonialistes, les adeptes au colonialisme, qui disent que l'Algérie n'a jamais existé, le peuple algérien n'a jamais existé, le mot Algérie n'a jamais existé, c'est la France qui a tout inventé, d'accord? Comme celui des indépendantistes qui proclament une identité algérienne existant de toute éternité. Ou bien sûr, c'est les défenseurs de la vérité, d'accord? Que le mot Algérie existait depuis fort longtemps, comme on vient de le voir dans l'histoire, d'accord? Et le pays qui existe, bien sûr, depuis l'Antiquité, on a vu la vidéo précédente que j'ai faite en ce qui concerne l'histoire de l'Algérie. Donc, dans la suite de l'article, Hélène Blaise va essayer de développer, de creuser un peu la polémique ou bien les deux opinions antagonistes. D'accord? En effet, quand on travaille sur le moment colonial de l'Algérie, il faut se garder ces deux écueils complexes, c'est-à-dire les deux opinions opposées. D'accord? La polémique, c'est-à-dire. D'accord? Il faut commencer par combattre ce mythe de la terra nullius. D'accord? C'est-à-dire, donc la première des choses, il faut éliminer que l'opinion ou l'idée que l'Algérie, c'est-à-dire était une terre vierge, il n'y avait rien, ni État, ni peuple, etc. Donc ça, il faut, dès le départ, il faut l'écarter, c'est faux. D'accord? L'argument récurrent des colonisateurs, bien sûr, les adeptes, les colonialistes ou les adeptes de la colonisation. Et pas seulement en Algérie, qui justifie non plus par le fait qu'il n'y aurait rien eu avant, ici aucun État centralisé en l'occurrence. Il est important de comprendre que l'Algérie, comme toutes les nations, est une construction qu'un territoire n'est jamais donné, mais une chose qui s'élabore, qui s'invente. Ce n'est qu'en revenant sur les modalités précises de cette construction qu'on peut dépasser cet antagonisme entre les deux visions du passé. D'accord? Donc, là, c'est l'argument qui va en faveur de la deuxième, c'est-à-dire que l'Algérie n'est pas une création de la France. Parce que, comme elle dit, un pays ou une nation, d'accord, elle se crée au fil des siècles, au fil des ans. C'est pas avec un claquement de doigts. C'est-à-dire que la France a débarqué et avec un claquement de doigts, elle a inventé, elle a créé un pays et un peuple. Donc ça, c'est pas vrai. Donc c'est comme toutes les nations du monde. Donc un pays se construit au fil des ans, au fil des siècles, hein, tout au long d'une histoire. Pas comme ça en venant, en créant le lendemain, on crée un pays, etc. Donc c'est faux. Donc c'est une Française qui se range de l'autre côté de l'opinion, la deuxième opinion, d'accord, avec des arguments valables. Donc toujours dans la suite de cet article, comment les frontières de l'Algérie ont été fixées. Le colonisateur essayait de tracer des frontières linéaires à l'européenne sur le territoire algérien, une tentative vouée à l'échec. Hélène Blaise.
il existait déjà les frontières entre la région ottomane et le royaume du Maroc. Donc il y avait déjà une frontière. Je vais vous le montrer par les documents, etc., par les cartes, que les frontières, elles existaient. Bon, seulement, ouvrons une parenthèse, les frontières avant, d'accord, dans le monde entier, se limitaient où on repérait les frontières par le relief, par des montagnes, ou un fleuve, ou un oued, etc. Ce qui se passait entre l'Algérie et le Maroc. Bon, il y avait, depuis l'Antiquité, la frontière entre l'Algérie et le Maroc, c'était le fleuve Melouia. Après, en 1795, il a été déplacé à Oued Kiss. D'accord? Les Turcs ont cédé une partie du territoire algérien aux Marocains. D'accord? Donc on va le voir tout ça avec des documents. Donc il existait des frontières, que ce soit du côté du Maroc ou du côté de la Tunisie. Il existait déjà des frontières entre la région ottomane, le royaume du Maroc et la régence de Tunis. Mais c'est la colonisation qui, dès les premières décennies à la conquête, va imposer et marquer sur le territoire la frontière ligne, telle qu'elle a été conceptualisée en Europe. D'accord? Ils vont introduire la conception, si vous voulez, des lignes, non pas avec le relief, avec des montagnes, ou là, avec un fleuve, etc. Là, ils vont faire la science, la cartographie et la géodésie a évolué, bien sûr c'est les Européens, donc ils pouvaient tracer des lignes, d'accord, en dehors du relief. Donc les Français arrivent donc avec cette idée qu'il faut tracer une frontière ligne, sauf que très vite, ils s'aperçoivent que dans le désert, cela n'a pas de sens. Chaque officier va alors avoir sa propre limite méridionale de l'Algérie, la conquête fonctionnant sur le mode du front pionnier, et à chaque fois seront inventées des justifications géographiques ou ethnographiques à la nouvelle limite. Ainsi, de 1840 au début du XXe siècle, la frontière sud n'a cessé d'être retracée et renégociée, y compris entre Français, lorsque les territoires de l'Afrique occidentale française, AOF, doivent être à leur tour délimités. D'accord, pas uniquement avec le Maroc, mais avec le Mali, etc., le Niger, etc., ce qu'on appelle l'Afrique occidentale française, l'AOF. D'accord, donc il fallait limiter les frontières avec tous ces pays, d'accord. Donc si les Européens vont s'atteler à la tâche au niveau de l'Afrique, une environ mondiale, que ce soit le Brésil, que ce soit le Pérou, que ce soit je ne sais pas, en Asie, le Laos, la Thaïlande, etc., le Vietnam, tout ça, en Afrique, tout ça, les frontières ont été tracées par les Européens, d'accord. C'est les Européens qui ont, si vous voulez, même pour les États-Unis et le Canada, d'accord, c'est les Européens qui ont créé les frontières, d'accord. Ils ont tracé les frontières, si vous voulez, au niveau mondial. Donc, y compris pour le Maroc, pour la Tunisie, etc. Donc, on ne peut pas dire que l'Algérie est une création de la France. Si on dit c'est tout le monde entier, le Maroc, c'est une création de la France, parce que c'est les Européens qui ont tracé les frontières. La Tunisie, le Congo, comme l'Inde, le Laos, la Thaïlande, le Brésil, l'Argentine, etc. Les États-Unis, le Canada, etc. Tout ça ont été façonnés par les Européens. C'est les Européens qui ont tracé les frontières. Donc, le monde entier, c'est une création des Européens. Pas uniquement l'Algérie. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, que les frontières à l'Algérie, il existait de part et d'autre, c'est-à-dire du côté du Maroc et du côté de l'Algérie. Et puisqu'on parle du côté du Maroc, puisque le Maroc est un lac, on voit la carte, le royaume c'est en espagnol, le royaume de Sipax, et puis le royaume de Massinissa, de Gaïa, la capitale Sirtak Centena, on a la capitale Siga à côté de Tlemcen et de Benissa, d'accord. Donc vous voyez que la frontière se trouve sur le fleuve Melouia. Donc on voit bien le fleuve, donc les frontières à l'Algérie, parce que Massinissa va unifier, on va voir, il va unifier les deux royaumes, et ça devient un seul royaume ou un seul pays, un seul État, d'accord. On peut le voir là aussi sur une carte espagnole, Mauritanie et Africa. Bon, j'agrandis donc on voit bien là en jaune le fleuve Melouia, et ça c'est les frontières. Bien sûr, ils sont dessinés en jaune, d'accord. Voilà, les frontières sont toujours dessinées en jaune entre le Sirta, c'est-à-dire le royaume
de Gaïa et celui de le royaume de Sifax, d'accord, qui arrive jusqu'à la frontière Milouia. Et après, c'est le royaume de Mauritanie, d'accord. Donc, on voit bien que la frontière algérienne commence à Milouia. On va voir jusqu'à l'arrivée des Turcs, d'accord. Donc, en agrandissant la carte, le royaume de Sifax et de Sirta, d'accord, vous voyez, là, vous avez le fleuve Moulouya et le royaume de Sifax arrive jusqu'à le fleuve Moulouya. Donc, on va le voir sur Wikipédia, histoire de l'Algérie dans l'Antiquité. Pour ne pas lire tout l'article, il est très long. Vous avez même les cartes qu'on a vues tout à l'heure. Donc, allons directement à Massinissa qui a unifié les deux royaumes de Sifax et de Sirta. D'accord. Donc, Massinissa ensuite se livre à la conquête et au démantèlement progressif du royaume de Sifax. Donc, il va engloutir le royaume de Sifax à son royaume, unifiant la Numidie, établissant la frontière ouest de son royaume au niveau de la rivière Moulouia. D'accord. Donc, c'est la frontière. C'est le fleuve Moulouya, qu'on voit là sur l'écran. Proche de l'actuelle frontière algéro-marocaine, vers 150 avant Jésus-Christ. Massinissa dirige un royaume unifié, donc il y avait un État depuis l'Antiquité, il y avait un État sur le territoire algérien. Donc Massinissa dirige un royaume unifié et puissant, militairement, économiquement, qui s'étend sur tout le nord de l'Algérie. Il parvient à ramener sous sa coupe des tribus gétules, c'est-à-dire même les tribus qui habitaient le Sahara, d'accord. C'est le Sahara, il était habité par des peuples qu'on leur donnait le nom de Gétules. Donc l'Algérie aussi englobait une grande partie du désert, d'accord. Donc qui disent que l'Algérie n'existait pas. Donc c'est depuis l'Antiquité, bien avant Jésus-Christ. Belmeji 150 ans avant Jésus-Christ, un siècle et demi. Regardons maintenant la frontière d'Algérie et le Maroc. D'accord. C'est pour répondre aux Marocains qui disent que l'Algérie est une création française. D'accord. Sous le règne de la dynastie saoudienne marocaine, la Moulouya sert de frontière entre le Maroc et la région d'Alger, arrêtant l'hégémonie du Turc ottoman vers l'ouest. D'accord. Donc, la saoudienne, c'est entre 554 et 1636. Donc, déjà, l'Antiquité jusqu'à 1500, déjà la frontière entre l'Algérie et le Maroc, c'est Moulouya. On va voir que cette frontière va être déplacée un peu plus après les Saoudiens. Donc on lit dans la suite de l'article Wikipédia, Anthony S. Reiner fait démarrer cette civilisation à son embouchure sans lui faire suivre l'ensemble du cours. Il parle du fleuve Moulouya, la présentant comme la frontière orientale traditionnelle du Maroc, mais aussi une zone de conflit pour la possession d'Oujda. La Moulouya est une limite fixée d'un commun accord, même si Oujda, 1549, puis Debdou, 1560, à l'est de Moulouya, sont prises par les Saoudiens. Donc elles étaient Oujda, elles étaient algériennes, et Debdou. Donc ils étaient algériennes, les Saoudiens, ils l'ont pris en 1549 et Debdou en 1563. Sont prises par les Saoudiens. La première pour un temps. La frontière de Moulouya est respectée de part et d'autre pendant un siècle après l'assassinat du roi saoudien Mohamed el-Cheikh en 1557. Jusqu'à 1557, et toujours la frontière entre l'Algérie et le Maroc depuis l'Antiquité, c'est le fleuve Moulouya. Donc, pour on va directement à la fin de l'article de la frontière. À la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire en 1700, le sultan Alaouite Moulay Slimane réoccupe Oujda, qui est intégré au territoire marocain en 1795. C'est-à-dire Oujda est devenu marocain en 1795. Et la frontière définitivement fixée à Oued Kiss. D'accord. Donc en 1795, la frontière entre l'Algérie et le Maroc a été fixée pour Oued Kiss, c'est-à-dire entre Porcé et Saïdia, c'est-à-dire l'Oued, d'accord, comme si toujours il faut prendre comme repère une montagne ou un fleuve, parce qu'il n'existait pas de délimitation par les lignes qui malgrent la cartographie ou la géodésie, etc. D'accord. Donc on prenait des repères
un relief naturel, soit un fleuve, soit des montagnes, etc. D'accord? Donc en 1795, la frontière a été fixée à Oued Kiss, qui est actuellement, d'accord, depuis donc l'Antiquité, en 150 avant Jésus-Christ, jusqu'à 1795, combien de siècles? 19 siècles où la frontière de l'Algérie avec le Maroc, c'est Moulouya, le fleuve Moulouya, d'accord? Ça c'est écrit sur internet, donc il n'y a pas de, ils ne peuvent pas contester tout ça. C'est écrit noir sur blanc, vous le trouvez sur internet. Donc on termine par la carte de l'Algérie ottomane sous la domination turque, ou la régence d'Alger. Elle s'appelait la régence d'Alger, qui m'a la régence de Tunisie. Les Français vont adopter pour la Tunisie, ils vont adopter le nom Tunisie, parce qu'elle s'appelait la régence de Tunis, et pour la régence d'Alger, ils vont adopter Algérie, d'accord, parce qu'elle s'appelait la régence d'Alger, d'accord. Donc, pendant à la durée de la domination turque, de 1515 à 1830, jusqu'à l'entrée au débarquement des Français. Pendant toute cette période, l'Algérie, ou la régence d'Alger, dominait la Méditerranée. Elle était maître de la Méditerranée, d'accord, pendant 3 siècles, et c'est ça qui lui a valu le débarquement ou la conquête de l'Algérie par les Français, après des tentatives espagnoles, britanniques, américaines, etc. Donc c'est ça la domination de la régence d'Alger sur la Méditerranée qui lui a valu les agressions répétées des Européens, et qui a abouti jusqu'à en 1830 où il y a eu le débarquement français. Donc on peut lire de l'article en ce qui concerne la régence d'Alger sous la domination turque. La régence d'Alger en arabe, Al-Jazair, d'accord? En français on l'appelait la régence d'Alger, mais en arabe Al-Jazair, donc c'est le mot Algérie, est une ancienne entité étatique d'Afrique du Nord dont l'existence de 1515 à 1830 a précédé la conquête de l'Algérie par la France, située entre la régence de Tunis à l'est et l'empire chérifien à partir de 1553 à l'ouest, et les possessions espagnoles et portugaises d'Afrique du Nord. La région s'étendait à l'origine dans les limites allant de la Cale à l'est, au Trara à l'ouest d'Alger et à Biskra, et ensuite déployée jusqu'aux frontières est et ouest de l'Algérie. Donc ça a été juste une parenthèse pour répondre à l'Aïacha ou le Mkhazniya, pour leur dire que l'Algérie existait bien avant l'arrivée des Français, avec des frontières bien fixes, bien déterminées, d'accord, avec des États qui existaient sur ce territoire, d'accord. Pour répondre on peut revendiquer la frontière jusqu'à le fleuve Melouia, c'est-à-dire le Boujda ou le Nador, c'est des territoires algériens, avec preuve à l'appui, avec la preuve, avec des cartes, dans les livres des historiens, que ce soit de l'Antiquité, qui les historiens romains, Tite-Live, Salluste, Pline, soit que les historiens arabes, qui Ibn Khaldoun, etc. Et ça, c'est écrit noir sur blanc. D'accord, que la frontière entre l'Algérie et le Maroc, ça a été toujours le fleuve Melouia jusqu'à 1795, bien après à l'arrivée des Turcs. D'accord. Donc, si on revendique, on peut le revendiquer avec des preuves à l'appui. Mais si vous n'avez aucune preuve sur les territoires que vous prétendez être marocain, même le Sahara occidental, vous n'avez pas pu fournir des preuves à la Cour internationale de la Haye qui vous a débouté que le Sahara occidental n'a jamais été sous souveraineté marocaine. Il y avait juste des allégeances, d'accord, mais il n'y avait pas de souveraineté. D'accord, donc vous ne pouvez pas fournir des preuves par l'intermédiaire des historiens. Là, on peut le faire, parce qu'on a des preuves dans tous les livres les anciens historiens qui s'intéressaient à l'Afrique du Nord, les historiens romains ou bien arabes. D'accord, donc preuve à l'appui que la frontière a été, depuis l'Antiquité jusqu'à 1795, le fleuve Oued Melouia.
Donc, revenons à notre sujet qui est l'Algérie. Est-ce que c'est une création française? D'accord. Donc, on va sur le site français l'histoire.fr, l'Algérie et les Algériens, et on peut lire là, par myopie collective, les Français ont souvent commencé l'histoire de l'Algérie avec le début de la conquête en 1830. Donc, c'est bien écrit que par myopie collective, les Français ont souvent commencé l'histoire de l'Algérie avec le début de la conquête en 1830. De son côté, l'État algérien privilégie la lutte armée pour l'indépendance. L'histoire a voulu compléter le récit par la longue durée en rappelant l'héritage multiple des hommes et des femmes qui peuplent et ont peuplé le territoire appelé aujourd'hui Algérie, depuis le temps des royaumes des Berbères jusqu'à l'ère des printemps arabes. Tout ça, c'est un livre, d'accord, l'Algérie des Algériens, écrit par Charles Robert Ageron, Raphaël Branche, Pierre Darmon, Pierre Dôme, Bernard Gross, Isabelle Grango, Didier Guignard, Slimane Hatchi, Gabriel Martinez-Gros, Chantal Morel, Abdelmajid Merdassi, Marc Michel, Ammar Mohamed Amer, Guy Pervilliers, Naji Safir, Benjamin Stora, Sylvie Teno, Maurice Baïs et Michel Ouenak. Donc, pourquoi je cite Hada? Parce qu'à chaque fois, avec l'Aïacha, le Hadak ou l'Aïacha ou le Mkhaznia, il vient écrire, tous les grands historiens disent que l'Algérie est une création. Or, vous avez la preuve, des historiens, il y a pas mal d'autres historiens. Je voulais le présenter, un fichier, d'accord, il y a 520 historiens. Aucun des historiens ne disent que l'Algérie est une création, sauf un. Regardez, on va leur parler d'un historien et un chroniqueur qui disent le mensonge ou bien la fadaise, d'accord, qui essayent de véhiculer les inepties. Je vous montre donc maintenant la liste des historiens français contemporains, c'est-à-dire qui ont vécu la guerre d'Algérie et l'indépendance de l'Algérie. D'accord, il y a parmi eux qui sont morts dans les années 80, 90, etc. etc. D'accord. Donc on voit que la liste, pourquoi je vous montre la liste? Parce qu'à chaque fois, l'Aïacha, d'accord, ou l'Mkhaznia, ils viennent, ils écrivent les commentaires. Tous les grands historiens français disent que l'Algérie est une création de la France. Alors je leur lance un défi, je leur dis, je vous lance un défi de me citer, à part avec Bernard Logan, Maroc, d'accord, il est connu par ses positions, à part celui-là, citez-moi un autre, un seul qui dit que l'Algérie est une création de la France. Regardez le nombre jusqu'au dernier, d'accord, à la lettre Z, à la dernière, Anne Zink, d'accord, et le premier c'est Adler. Donc je les ai mis, voilà, je les ai mis dans un fichier Excel pour les compter, de Adler jusqu'au dernier, Anne Zink. Donc il y a 520 historiens contemporains. À chaque fois je dis au Aïacha, citez-moi, je vous lance un défi. Il y a 520. Citez-moi un autre qui dit une telle ineptie, hein, une telle fadaise. Donc ils sont incapables de citer un seul, à part Hadak Bernard Logan, qu'on va voir, on va le présenter à Bernard Logan. Qui est Bernard Logan? Donc, qui véhicule les inepties? Déjà, vous le connaissez très bien, il est célèbre, c'est un chroniqueur, c'est pas un historien, donc c'est juste des analyses politiques, la critique, etc. Mais on le connaît. C'est bien sûr, c'est un nostalgique de l'Algérie française, c'est un xénophobe, donc c'est un raciste, d'accord, donc c'est de la droite, il fait partie d'une tendance, la droite Le Pen, qui est connue aussi, d'accord, donc il fréquente le milieu. Donc est-ce qu'on peut faire confiance à ce bonhomme qui a une tendance raciste, xénophobe, colonialiste, etc. Bien sûr, il va véhiculer ce genre de fadaise, d'accord. Donc les Marocains, ils nous citent Éric Zemmour, d'accord. Est-ce que Éric Zemmour, c'est un bonhomme crédible, d'accord. On voit bien, à chaque fois il est condamné, hein, le parquet ouvre une enquête après le propos d'Éric Zemmour sur l'islam, d'accord. Donc
Donc à chaque fois, il faut déradicaliser Éric Zemmour. D'accord? Voilà. Éric Zemmour, dernièrement, il a été insulté dans la rue. Éric Zemmour puis la partie dans la rue en plein confinement, tout dernièrement, dans le 21 mars. D'accord? Voilà, qu'est-ce qu'il parle? Déportation des musulmans, la condamnation d'Éric Zemmour annulée. Donc, est-ce que c'est ce bonhomme? On doit lui faire confiance? Pas du tout. Donc, je vais vous montrer un commentaire d'un Khazni, un Marocain, Khazni. Je crois qu'il est en allemand parce que ce pseudonyme il est écrit en allemand. Ein, Zweit, Drei, viva la connerie. Tu n'es pas plus intelligent qu'Éric Zemmour. Pour l'intelligence, ça prouve. Je ne sais pas si c'est faire une intégration de x2 ou la log de x ou un dérivé partiel. Donc, pour l'intelligence, c'est approuvé. C'est pas parce que il passe à la télé que c'était Einstein, d'accord? Il a dit, d'ailleurs, ça démontre ton intelligence. Il a dit que ton pays est de fabrication française. Alors tu peux raconter ce que tu veux. L'Algérie est un envahisseur du territoire kabyle. Voici ma réponse. C'est vrai, ta référence en intelligence, c'est Éric Zemmour. Et ce qu'il dit à propos de l'islam et du Coran, c'est une vérité. Puisque c'est un être très intelligent. Et du coup, il ne se trompe jamais. Il ne dit jamais de bêtises et des idioties. Donc on doit brûler le Coran parce que Zemmour a dit que c'est un pamphlet d'idiotie. C'est ça. Eh bien, voici un con comme toi et ses intelligences que tu vénères et ce que tu dois suivre, ses recommandations. Je lui mets une vidéo d'Éric Zemmour où il insulte l'islam, etc., le Coran, etc., etc. Voilà le témoin Tercom, c'est la référence. Puisque c'était quelqu'un d'intelligent, il dit toujours la vérité, donc il dit aussi la vérité sur l'islam et le Coran. D'accord? Que vous me citez comme témoin. Donc Éric Zemmour, c'est pas la peine de le présenter. C'est un connard qui m'entend. Donc le deuxième personnage qui véhicule l'ineptie ou avec la polémique, c'est Bernard Legrand. Cette fois-ci, c'est un historien. D'accord? Éric Zemmour, c'est un chroniqueur. Donc esclavage, colonisation, soi-disant piège de l'Afrique et enrichissement, Bernard Legrand répond. Donc esclavage, colonisation, soi-disant piège de l'Afrique, enrichissement de l'Europe par le piège de l'Afrique, l'historien spécialiste de l'Afrique, Bernard Legrand refuse la repentance et remet l'histoire au endroit. Donc il va corriger l'histoire, d'accord? Il remet l'histoire à l'endroit, d'accord? On voit Donc le deuxième personnage en couleur qui véhicule l'ineptie, etc., c'est Bernard Legrand. Bernard Legrand il est né le 10 mai 1946 à Meknès, c'est un historien français. C'est un pro marocain, c'est un pro makhzaniste. Pourquoi? Parce que c'est un monarchiste. Il est anti-républicain. Même dans son pays, il est monarchiste. C'est-à-dire, il vénère Louis XIV, les rois, etc. Il est contre les pays africains qui ont acquis leur indépendance. Donc c'est un colonialiste. Donc il aime toujours la servitude, que l'homme noir doit servir l'homme blanc, d'accord? Parce qu'il défend l'apartheid à l'Afrique du Sud. Et jusqu'à actuellement, il est contre c'est-à-dire les droits des Noirs en Afrique du Sud, d'accord? Donc il est connu, il est de la droite, etc. Donc les Marocains qui nous citent comme témoins. Bernard Legrand démasqué, d'accord? L'historien Bernard Legrand est de nouveau sanctionné par le gouvernement, d'accord? Comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, d'accord? Les forfaitures intellectuelles de Bernard Legrand par Michel Denisot, d'accord? Donc pour nos amis marocains, à propos de Bernard Legrand, des africanistes dénoncent la promotion d'un historien de Lyon 3 proche de l'extrême droite. Donc Bernard Legrand, il fréquente l'extrême droite, c'est-à-dire les racistes, Le Pen. D'accord? La rentrée à Lyon 3 risque de démarrer comme c'était terminé, à savoir sur fond de polémique entre le président de l'université, Jules Guyot, et une part des professeurs. D'accord? Une pétition signée par une très grande majorité des africanistes français vient d'être adressée à M. Guyot et au ministère de l'Éducation nationale. Donc vous voyez bien qui est Bernard Legrand. D'accord? Qui vénère l'esclavagisme,
d'accord, et l'apartheid, et la monarchie, etc. Esclavage, colonisation, soi-disant pillage de l'Afrique et enrichissement, Bernard Logan. D'accord? Donc il y a esclavage, colonisation et soi-disant pillage de l'Afrique et enrichissement de l'Europe par le pillage de l'Afrique. L'historien spécialiste de l'Afrique, Bernard Logan, refuse la repentance et remet l'histoire en endroit. Donc c'est lui qui va... Les gens se sont trompés dans l'histoire. Et lui, il va corriger l'histoire, d'accord? Il va remettre l'histoire à l'endroit, d'accord? Parce que les gens, ils sont pour que les pays s'autodéterminent, etc. Pour lui, non. Les Africains doivent rester sur la colonisation parce qu'ils ne sont pas dignes de l'indépendance. C'est-à-dire la pensée de Bernard Logan, qui les mkhizanistes nous citent comme témoins. Alors si vous citez un tel personnage, mon Dieu qui m'égoule, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc voici un autre site, l'histoire est un combat. D'accord, donc les forfaitures intellectuelles de Bernard Logan. Donc dans ce site, on lit l'historien entre guillemets. D'accord, donc c'est un pseudo-historien. L'historien Bernard Logan. Mais cela est si étonnant après tout. En effet, si on s'intéresse d'un peu plus près au parcours de Bernard Logan, on peut découvrir qu'une pétition avait été lancée par 55 africanistes contre lui. D'accord? Donc, vous voyez bien que même ses confrères ne le considèrent pas comme un historien. D'accord? Donc, l'historien Bernard Logan, de nouveau sanctionné par le gouvernement, je vous lis un petit peu. L'historien spécialiste de l'Afrique, Bernard, vient de voir ses cours aux écoles de Saint-Cyr, Côte-Kidam, suspendu pour une décision du ministère de la Défense, suite aux propos de l'africaniste après la décision du gouvernement français de se faire représenter par le secrétaire d'État aux anciens combattants Jean-Marc Todeschini lors du 70e anniversaire des événements de Sétif. D'accord? Donc vous voyez bien, c'est un anti-algérien, c'est un islamophobe, c'est un raciste, etc. etc. Donc il est connu. Et un historien crédible, digne de ce nom, la première des choses qu'on lui demande, qu'il ne doit pas avoir d'orientation politique, il ne doit pas avoir de tendance. C'est qu'il met un juge ou là un arbitre, un match de football, sportif, etc. Il ne doit pas avoir un penchant, sinon il n'est pas crédible. D'accord? Donc il a des idées déjà préconçues, c'est-à-dire c'est de l'extrême droite, c'est un anarchiste, c'est un monarchiste, c'est un colonialiste, c'est un xénophobe, etc., etc. Donc il a une orientation politique. Donc comment vous voulez qu'il écrive une histoire impartiale? Impossible. D'accord? Parce qu'il a un penchant. Donc il défend les idées de la thèse. Donc ce n'est pas un historien crédible. On le cite comme les Mkhazniya, les Marocains qui les citent comme témoins, Éric Zemmour. Donc avec les deux personnages, ils ne sont pas crédibles, d'accord? Ils sont connus dans le monde intellectuel, etc. Juste une remarque par rapport aux Marocains. La France est entrée en Algérie par les armes, avec la violence, avec les armes, avec le sang et les larmes. Donc elle sortira avec les armes, d'accord, avec la violence, avec le sang et avec les armes. Monsieur qui maintenant, contrairement à vous, les Marocains, donc les doudous, la France est entrée par un trait de stylo et elle sortira simplement par un trait de stylo. D'accord? Nous, c'est contrairement aux Marocains, la France est entrée par les armes et elle sortira par les armes. Et pour les Marocains qui n'ont pas saisi la nuance, ils n'ont pas compris la nuance, c'est-à-dire que l'indépendance de l'Algérie a été arrachée, d'accord, il n'a pas été donné, contrairement au Maroc, il a été octroyé par De Gaulle, d'accord, il vous a été donné par De Gaulle suite à un trait de stylo, d'accord, il n'a pas été contraint, d'accord, donc vous avez bénéficié gratuitement de l'indépendance. Monsieur les Algériens, comme vous le prétendez.